Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on vous accueille pour la conférence sur les écrans. On voit dans notre pratique de tous les jours à la clinique de plus en plus de personnes qui ont des comportements addictifs reliés aux écrans. On peut aussi appeler ça cyberdépendance, mais pour certains, c'est juste une utilisation abusive des écrans. Et puis, chacune des thérapeutes ici présentes, donc Andrea, naturopathe, Hélène, infirmière hypnothérapeute et Patricia, thérapeute en relation d'aide, rencontre, et moi, Florine Notet, donc directrice fondatrice de la clinique et également thérapeute en relation d'aide. On rencontre régulièrement des personnes avec des comportements, des dépendances en lien avec les écrans et ça a beaucoup de conséquences en fait dans leur vie. Donc, on avait vraiment envie de partager à la fois des outils et puis un regard multidisciplinaire, donc avec nos 3 disciplines sur le phénomène, sur la problématique, pour que vous puissiez être plus en contrôle et retrouver un pouvoir par rapport à ces écrans qui nous dépossèdent souvent de notre liberté. Donc aujourd'hui, ça se veut vraiment interactif. Je vais poser des questions aux différentes thérapeutes, puis elles vont répondre en fonction de leur compréhension et de leur domaine d'expertise. Donc, j'aurais une première question pour Hélène. Je sais que tu as eu dernièrement des clients, il me semble, avec une dépendance à la pornographie. Est-ce que tu peux nous en parler davantage? Qu'est-ce que tu as pu remarquer en fait chez cette clientèle-là? Puis comment tu comprends le phénomène à travers ton regard d'infirmière hypnothérapeute? Bon, mais, c'est ça. C'est que, dans le phénomène de la pornographie, c'est que de plus en plus, hein, on voit c'est facilement, accessible, hein. Comme on dit, il y a comme 3 facteurs qui fait que, la pornographie progresse de plus en plus. Fait qu'on va dire c'est la facilité d'accès, c'est aussi cette, possibilité-là de consommer sans être dérangé, hein, parce qu'on est sur, notre téléphone, ou quoi que ce soit et qu'il y a une gratuité à ça ou des frais, vraiment, très, 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 très minimes. Puis ce qui était intéressant, c'est que je suis allée sur, le site de Pornhub, dont on a entendu parler, beaucoup récemment et puis en 2019, ils disaient qu'ils ont eu plus de 42 milliards de visiteurs, ce qui veut dire qu'à chaque jour, il y a à peu près 115 millions de visites. Alors, quand on pense 115 millions de visiteurs par jour, c'est l'équivalent de la population du Canada, de l'Australie, de la Pologne, des Pays-Bas ensemble. Fait que, hein, c'est vraiment, un phénomène, très, très, très grand et que le Canada se classe au 4e rang des top 20 pays qui consomment. Puis l'impact que ça a, c'est que vraiment, maintenant avec, la science, ils ont pu dire que la dépendance, aux écrans ou à la pornographie, c'est une dépendance qui est aussi forte que peut l'être, celle aux drogues, nicotine, alcool, cocaïne, tout ça. Parce que vraiment, ils ont vu que quand les gens consommaient de la pornographie, c'est exactement les mêmes ondes qui sont stimulées, dans le cerveau. Fait que c'est comme, le principe, hein, qu'on sait que, ben, le plaisir libère de la dopamine. Donc, vu qu'on a plaisir, on veut reproduire ce geste-là et plus on le reproduit, ben là, c'est sûr que la dose, de dopamine a de la misère à remonter. Donc si on veut le faire remonter, c'est qu'on continue, à visionner, mais il faut que ça soit de plus en plus, violent, de plus en plus explicite, ça peut même aller, dans des cas extrêmes, tu sais, pédophilie, les viols, bon, tout ça. Fait que le problème aussi avec la dopamine, ce que ça fait que si on en libère trop, il y a 2 systèmes qui sont altérés, hein. La sérotonine qui, elle, contrôle les humeurs, puis
aussi la relation d'empathie qu'on a par rapport aux autres. Puis il y a la noradrénaline qui, elle, encourage le bon sens, tu sais, cette capacité de rationaliser puis de comprendre. Fait que quand on rencontre maintenant les gens qui consomment, c'est que pour eux autres, à force de consommer ça, c'est comme un moment, ils sont comme coupés de leur émotion. C'est comme si, sont déshumanisés de la vie. Tu sais? Fait que ça devient, vraiment, difficile. Puis le problème avec cette consommation-là de pornographie ou de consommation au niveau des écrans, c'est qu'on ne peut pas faire un overdose, contrairement aux autres addictions. Si on prend de l'alcool, si on prend de la drogue, à un moment donné, le corps est plus capable d'emmagasiner ça. Mais contrairement à cette consommation-là d'écran, de pornographie, réseaux sociaux, tout ça, c'est que c'est comme on continue, puis on a de la misère à arrêter ça. Fait que c'est sûr que les gens qu'on voit qui consomment de la pornographie, ben ça a une répercussion néfaste. Fait que, tu sais, on retrouve chez, ces gens-là des symptômes dépressifs, des symptômes anxieux. C'est des gens qui souvent ont de la difficulté à intégrer, une relation d'intimité, difficulté aussi conjugale. C'est qu'à un moment donné, plus les gens consomment, ils ont beau être avec quelqu'un puis que, tu sais, la conjointe, lui plaise énormément, mais c'est jamais assez hard pour y amener cette stimulation-là. Fait qu'on retrouve souvent, heu, maintenant des jeunes, qui ont vraiment, la tu sais, difficulté, ils ont une dysfonction érectile, ils ont, des fois de l'éjaculation, précoce. Bon, ils sont souvent isolés, ressentent la culpabilité, l'anxiété de performance, des attentes aussi irréalistes, des formations du rôle de l'homme, de quel est le rôle de l'homme de la femme. Souvent, tu sais, c'est comme, est-ce que c'est correct d'être homme, dans un rôle de dominant, d'abuseur, puis la femme, ben, tu sais, c'est comme elle, c'est le rôle de la soumise, puis même de la «salope» entre guillemets. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, tu sais, je veux dire, même si c'est, dans le genre masculin qui consomme aussi beaucoup de pornographie, il y a quand même une proportion, grande de femmes qui en consomment aussi. Fait que c'est sûr que c'est les gens qu'on voit, ben là, c'est ça, anxiété, stress, dépression, et donc comme, hypnothérapeute, on va aller travailler à ce niveau-là. On va travailler au niveau de l'estime de soi, le fait de se reconnecter vraiment avec des émotions qu'il peut ressentir dans son corps. Amener des fois, c'est une approche pour être capable de remplacer ces images-là pornographiques, qui arrivent vraiment, très fortes dans leur tête, ben, remplacer ça par des images de sensualité, de tendresse et puis aussi de travailler avec une communication avec, l'autre personne là qui nous accompagne, tu sais? Et donc c'est à ce niveau-là qu'on travaille et puis pourquoi mettons, travailler ça, avec, l'hypnose? C'est qu'en hypnose, le principe, c'est de dire, c'est qu'une image vaut mieux souvent que de longs discours parce que notre inconscient nous envoie des images. C'est comme des sensations qu'on est capable de digérer plus facilement, donc par notre image. Fait que si l'inconscient nous envoie cette image-là, nous, on va travailler comme, hypnothérapeute. On va utiliser cette image-là pour résoudre, un problème. Fait que c'est sûr que c'est, basé beaucoup sur, le changement et cette capacité à ressentir le changement. Et puis, hem, on peut dire aussi que le rôle de l'hypnose, c'est essayer de faire une réassociation.
C'est-à-dire, mettons, je donne un exemple d'un client qui consulte pour un problème de violence verbale et physique. Mettons, quand on dit violence physique, on s'entend, mettons, sur des objets. Il rencontre en thérapie, il met sur pied avec un thérapeute de dire, bon, mais il faut apprendre à gérer ses émotions, à devenir plus calme, tout ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, ben, en hypnose, déjà là, le remettre en connexion avec son corps, regarder s'il y a des tensions et tout ça, c'est que ça amène la personne à dire: «Ah, ben, c'est ça le calme. C'est ça, être calme». Quand on me dit en thérapie, ben, il faut apprendre à gérer ça et retrouver le calme, mais si on ne l'a jamais trouvé, ce calme-là, quelle est l'image, comment on le ressent? Alors, un coup qu'on reconnecte et qu'on ressent cette émotion, le calme ou quoi que ce soit, on est en mesure de mieux comprendre puis d'avancer vers l'acceptation d'un changement, tu sais. Puis c'est là-dessus qu'on travaille, c'est d'avoir une perception différente, un autre point de vue, tu sais. Puis, c'est comme si on permet en hypnose de faire un retrait, tu sais, du contrôle qu'on a habituellement, puis c'est vraiment de laisser la place au ressenti, au corps, à l'analogie, à l'image et à l'imaginaire. Fait que c'est vraiment de cette manière-là qu'on travaille. Si on donne, une idée, mettons, si j'essaie de vous mettre, une analogie par rapport à ça, c'est imaginons qu'on a une bibliothèque comme vous voyez, derrière moi et puis, là, on regarde puis on dit: «Ah bon, ben, il y a un livre qui est pas bien placé», tu sais? OK, on va le prendre, on va le bien placer. Mais des fois, on peut dire: «Tous les livres sont vraiment mal placés, j'ai plus de structure, de rangement ou quoi que ce soit», ben, à ce moment-là, c'est qu'on enlève tous les livres un à un et on les replace un à un. Un peu comme bâtir une maison avec des Legos. C'est qu'on prend une brique de Lego, on l'enlève, on la replace à la place où elle doit être. Fait qu'on travaille de cette façon-là. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, s'il y a d'autres questions, mes chers collègues. Ben C'était non, pas sérieux. Merci beaucoup. Ouais, non, c'était super clair. C'est, on comprend vraiment bien l'impact du porno, puis aussi l'ampleur du phénomène, puis aussi comment tu peux, toi, intervenir en tant qu'hypnothérapeute avec cette clientèle-là. Donc, j'imagine qu'il y a des personnes qui vont peut-être avoir des questions pour toi ou qui vont être intéressées par ton approche, puis quand ils seront prêts, ils prendront rendez-vous avec toi. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Patricia, tu voulais... non. Très intéressant. Merci, Hélène. Merci. Moi, c'est par rapport à la sexualité, justement, tout ce qui est pornographie, tout ça, là, c'est plus mon chapeau aussi de prof de yoga. Mais il y a tout ce qui est la sexualité tantrique, puis la sexualité sacrée, la sexualité consciente, que j'amènerais, moi, mes clients à explorer pour retrouver une sexualité qui fait beaucoup plus de sens pour eux, parce que souvent, quand on développe une dépendance, une addiction, on est aussi à la recherche d'un sens, puis on va compulser, on va aller vers des comportements addictifs un peu pour fuir sa réalité parce qu'elle ne fait pas de sens. Donc, une sexualité qui fait du sens, une sexualité consciente, ça peut être aussi une belle façon de renouer avec une sexualité qui fait plus de sens pour soi, qui est pour retrouver vraiment une forme de relation intime plus saine, mais aussi qui veut dire quelque chose pour nous, tu sais, qui va au-delà des images un peu trash qu'on voit dans le porno, et de reprendre justement son pouvoir par rapport à ça, puis de dire ben, comment moi j'aimerais que ça se passe, est-ce que j'aimerais que ça se passe plus
en lenteur, plus en méditation, plus en conscience, plus en exploration, plus dans le respect, etc. Donc, c'est parfois des belles avenues à explorer pour ces clients-là. Puis Andréane, toi, par rapport à ce que disait Hélène, est-ce que tu as des outils naturopathiques justement qui pourraient aider au niveau justement sérotonine, dopamine, tout ça, au niveau des compulsions, des envies obsédantes, voilà, est-ce que tu aurais ton petit ajout naturopathique Ben oui, c'est sûr, absolument. Mais je trouve ça fascinant, là, Hélène, comment tu as amené la chose de l'espèce d'importance de ramener le calme, tu sais. Puis c'est peut-être là-dessus que je prendrais la balle, là, parce que c'est sûr qu'au niveau, tu sais, oui, la dopamine, c'est un neurotransmetteur excitateur, tu sais, c'est un neurotransmetteur qui nous amène en hyper-vigilance, puis tu sais, qui est tout le système de récompense, puis comme tu l'as super bien dit, ça en prend toujours plus pour avoir le même bien-être. Et puis, c'est pas... tu sais, on se retrouve généralement avec des taux de neurotransmetteurs qui sont excédentaires, en fait, pour l'équilibre, tu sais, de notre système nerveux. Puis oui, avec la pornographie, mais moi, j'aurais envie de l'amener même avec les jeux vidéo, tu sais, les réseaux sociaux, les petits likes, les petits j'aime, les petits pouces, les petites étoiles. Bon, c'est toutes des choses qui sont, vous savez, pensées là, pour générer de la dopamine. Là. Fait qu'on est dans un engrenage là, tu sais, de stimulation tout le temps de ce neurotransmetteur-là. Et ça devient de plus en plus difficile de contrebalancer ça. Comme tu disais, ça va affecter la sérotonine, ça va affecter la noradrénaline, mais le GABA, qui est aussi un neurotransmetteur calmant. Fait que, tu sais, on a besoin de redescendre, tu sais. Fait que, puis c'est vrai pour même les enfants qui consomment beaucoup de jeux vidéo, par exemple, ou qui sont tout le temps sollicités là, sur des petites vidéos rapides, ces affaires-là, tu sais, mais une espèce d'hyperactivité cérébrale, il faut arriver à apprendre à retrouver le calme, tu sais. Fait que, c'est sûr que j'aime pas dans nos conférences parler de suppléments généralement parce que c'est tellement individuel puis individualisé et il faut toujours faire attention aux contre-indications puis tout ça. Mais il y a un supplément qui est pas mal sécuritaire, qui a pratiquement aucun effet secondaire, aucun pouvoir addictif, aucune interaction avec des médicaments. Où c'est très, très rare. Là. C'est sûr que si vous prenez des médicaments, vous pouvez valider là, avec le pharmacien ou valider avec, dans les magasins de produits naturels, ils peuvent souvent vérifier, ou en bureau, moi je vérifie toujours, mais il y a un supplément qui s'appelle la théanine. 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 C'est un acide aminé, ça, qui vient du thé vert et qui se retrouve en magasin de produits naturels sous forme de capsules, sous forme de croquables, sous forme de poudre. Tu l'as de plein de façons. Il y en a des dosages pour enfants, ça peut être pour adultes. Fait que, ça part de peut-être 100 mg à du 250 là, sur les tablettes. Et c'est très sécuritaire. Puis ça nous ramène un calme mental parce que ça va favoriser la sérotonine, ça va favoriser le GABA et ça va calmer l'hypervigilance puis l'hyperactivité. C'est d'ailleurs un supplément qu'on donne même au TDAH généralement avant d'aller vers la médication pour ramener justement une espèce enlever l'hyperactivité puis enlever l'espèce d'hypersollicitation au niveau nerveux, puis d'amener une concentration, un calme. Mais tu sais, quand tu disais, Hélène, de réapprendre à retrouver le calme, parce que c'est ça qu'on a pu quand on est toujours en hypervigilance, tu sais. Fait que ça peut être un outil concret, là, parce que c'est sûr qu'il y a la respiration, il y a la méditation, bon, il y a des bains avec, il y a plein d'affaires, aller marcher en forêt, puis tout ça, ramener le calme, il y en a plein des outils. Mais
mais la théanine, ça mérite d'être découvert. Ça dit-tu? Oui. Ça mérite d'être découvert, en tout cas. Si vous voyez que vos enfants sont toujours en hyper-vigilance comme ça, ou pour vous-même, là, c'est bon pour les adultes aussi. Fait que c'est souvent des choses qu'on peut donner le soir, quand on ferme les écrans, puis que c'est l'heure de mettre ça à off, là, puis qu'on veut aider. C'est juste pour ça, là, c'est juste pour aider à retrouver le calme. Ben, c'est vraiment quelque chose à découvrir, puis à expérimenter peut-être, là, parce qu'on se retrouve avec un over, là. Fait que ça, c'est bien intéressant, la théanine, vraiment pour calmer ça, cette hyperactivité-là. Là. Oui, super intéressant. C'est des petits outils comme ça qui peuvent faire aussi beaucoup de différence. Et se donner, en fait, c'est toujours ça, c'est d'avoir une trousse à outils avec différents outils. Donc, ça peut être l'hypnose avec un peu de suppléments comme la théanine et un bain de forêt. Puis, je dirais pas que c'est magique, mais en même temps, on se donne les moyens de supporter, par exemple, une diminution d'utilisation des écrans ou même pour certains enfants un sevrage ou si on veut aller vers un arrêt complet, par exemple, de la pornographie, les réseaux sociaux, c'est plus difficile parce que ça fait vraiment partie de notre vie, mais on peut aller vers une diminution certaine, ça c'est sûr. Puis par rapport aux réseaux sociaux, d'ailleurs, Andréane, tu nous parlais aussi de l'impact des écrans bleus et l'impact de l'utilisation vraiment abusive des écrans sur le corps physiologique. Oui. Ben, c'est sûr que juste la lumière bleue, si on prend juste ça comme exemple, là, c'est sûr que la lumière bleue, ça a un impact vraiment sur la santé de l'œil à long terme. Hein? On peut aller jusque-là, là, tu sais. Puis, fait que les enfants, les jeunes qui ont le téléphone, la tablette, tu sais, nous-mêmes qui sommes devant des écrans à longueur de journée, puis tout ça, bon, c'est toujours cette lumière bleue-là. Puis, c'est la même lumière, en plus, qu'on se met partout dans nos maisons avec les lumières LED, en tout cas. Tu sais, LED. On est bilingue. C'est ça. Mais c'est la même problématique, hein? C'est une lumière blanche-bleue là, qui affecte la santé de l'œil. Fait que c'est démontré là, qu'à long terme, ça favorise même des lésions de la rétine, ça va favoriser les cataractes, les dégénérescences maculaires, même la fatigue visuelle, les maux de tête, tout ça. Fait que c'est non négligeable quand même l'impact que ça a. Et là, je parle juste de la santé oculaire, mais tu as tout aussi la production de mélatonine qui est entravée complètement par la lumière bleue. T'sais. Fait que c'est sûr que l'utilisation de filtres sur nos téléphones, puis tout ça, puis pour les enfants, sur les tablettes, c'est bien, mais ça diminue de 10 à 25 l'entrée là, de la lumière bleue. Fait que c'est pas la solution miracle, là, c'est comme j'ai un filtre, je suis pas affectée par la lumière bleue, pas pantoute. Malheureusement. Fait que c'est qu'est-ce que c'est que la mélatonine pour ces la mélatonine, c'est une hormone qui est sécrétée la nuit, en fait, qui commence à être sécrétée en fin de journée, pour amener tout notre cycle veille-sommeil, en fait. Hein? C'est notre hormone de nuit, c'est notre hormone de repos, c'est notre hormone du sommeil, mais le premier signal pour aller fabriquer la mélatonine, c'est la baisse de luminosité. T'sais. Fait que généralement, là, à partir du moment où il fait noir dehors, ben, il devrait faire noir dans la maison, puis il devrait faire noir devant nos yeux. Puis inversement, le matin, quand il commence à faire clair, ben là, la mélatonine descend et ça laisse la place à nos hormones de jour. T'sais. Fait que c'est vraiment l'hormone de nuit, mais ce qu'on commence à comprendre, c'est que c'est pas juste l'hormone du sommeil, c'est aussi une hormone qui est antioxydante, puis qui est antioxydante majeure, mais là, on comprend de plus en plus que quand on manque de mélatonine, quand notre sécrétion de mélatonine est perturbée, bien, il y a plus d'incidence de cancer, par exemple. T'sais.
Fait que c'est majeur, là, le rôle de la mélatonine sur la santé. Puis c'est pas juste pour bien dormir, quoique c'est important de bien dormir, là. Mais tu sais, c'est la nuit qu'on se répare, mais c'est la nuit que la mélatonine a une action de réparation aussi, puis de protection cellulaire, là, tu sais. Fait que c'est sûr que pour que nos enfants dorment, hein, tu sais, par exemple, mais nous aussi, là, tu sais, mais en fait, c'est que si on est en hyper-vigilance, tu vois, on reste sur nos hormones de jour, tu vois. Fait que ça empêche la production de mélatonine. Puis là, en plus, on se met la lumière dans la face. Donc, ça aussi, ça empêche notre production de mélatonine. Donc, toute la qualité de sommeil est perturbée. Fait que, tu sais, l'importance de redescendre, l'importance de retrouver le calme, tu sais, oui, pour permettre la production de mélatonine. Puis, enlever les écrans 1 heure ou 2 avant d'aller se coucher, ça aussi, c'est important, tu sais, pour ne pas envoyer le message toujours qu'il fait jour, en fait. C'est sûr qu'il existe aussi des suppléments là, de mélatonine, mais je pense que la base, c'est déjà de commencer par, comme tu dis, diminuer l'usage des écrans. Ben oui, parce que la mélatonine, contrairement à la théanine, c'est quand même c'est quand même une hormone, là. T'sais. Fait que tu prends pas ça pour le. C'est pas ça la solution miracle pour moi. Ça m'arrive de suggérer de la mélatonine, mais c'est pas mon premier réflexe. T'sais. Oui, tu vas plus travailler sur le terrain, le contexte. Et justement, ben, Patricia aussi, toi, tu travailles beaucoup le contexte de vie avec les personnes. C'est quoi tes outils? Comment tu travailles avec tes clients qui ont développé des comportements addictifs en lien avec les écrans, les réseaux sociaux, puis tout le reste? Oui, en fait, j'ai surtout envie de parler de réseaux sociaux, justement. Euh, les réseaux sociaux, ça peut être notre meilleur ami, comme ça peut être notre ennemi. Regardez, nous, là, on est devant nos écrans, là. Puis grâce à ça, on peut faire des choses merveilleuses, mais il y a l'autre côté de la médaille aussi où on peut, ça peut faire baisser notre estime de soi, ça peut augmenter des sentiments négatifs tels que la jalousie avec les amis, la jalousie amoureuse. Puis moi, ce que je remarque vraiment beaucoup là, depuis ces dernières années, c'est le phénomène de comparaison qui est rendu omniprésent presque tout le temps, là, surtout avec Facebook, Instagram et le nouveau TikTok. Ouais, c'est ça, TikTok. Tu sais, c'est fréquent. C'est fréquent, je peux dire, à toutes les semaines dans mon bureau, de voir des problèmes d'estime ou de comparaison qui sont liés à justement ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Puis comme le dit, Andréane, ça a tout été conçu pour nous rendre addictifs. Les likes, les petits cœurs, les j'aime, les photos, les commentaires. Ah, là, il y a des gens qui n'ont pas commenté ma photo, je viens de mettre une photo de moi, pourquoi il n'y a personne qui like? C'est incroyable de voir l'impact que ça peut avoir sur certaines personnes. Je n'ai pas dit tout le monde, mais en fait, tout est une question de dosage. De dosage. Tu sais, moi, ce que j'aime beaucoup faire en bureau, c'est vraiment de regarder l'utilisation, d'amener le client à verbaliser, lui, là. C'est quoi son utilisation? Je pose des questions très concrètes. OK? Combien de fois par jour tu ouvres ton Facebook, tu ouvres ton Instagram? Puis on peut, là, si on y a accès à ça, si on ouvre notre téléphone dans les paramètres, là, on peut aller voir tant de temps passé par jour sur Facebook, sur Instagram. Puis des fois, les gens ne reviennent pas là, de voir qu'il y a des fois, il y a des 4 heures de passer dans la journée sur un réseau social, là. Je dis: «OK, puis ça te donne quoi de passer 4 heures sur Facebook? Ça t'apporte quoi de positif dans ta vie?» Ben oui, c'est sûr, où il y a la partie où ça me permet de plus communiquer avec des gens que je vois moins souvent, mais ça m'amène aussi à me comparer négativement parce que là, je regarde des photos des autres, puis je trouve que la vie a donc l'air meilleure, chez le voisin, puis que son couple à lui a l'air de bien fonctionner, puis moi, ça va pas bien avec ma blonde. Fait que je me pose des questions. Fait qu'il y a toute cette partie-là, là, surtout le phénomène de comparaison là, que les réseaux sociaux ont amplifié, là. Même au niveau des relations de couple, là, la jalousie amoureuse là, qui a popé, là, surtout en contexte de pandémie où on avait plus de temps de libre pour aller sur les réseaux sociaux, de voir des jeunes ou même des jeunes adultes, des personnes plus avancées en âge,
vraiment suivre sa partenaire, puis dès qu'il y a une nouvelle personne qui follow la personne, puis qui like la personne, OK, ben c'est qui telle personne? Pourquoi qu'elle like tes photos? Pourquoi qu'elle se permet de faire ce commentaire-là? As-tu une relation avec lui, avec elle? Oui, fait que c'est vraiment d'amener Mhm. oui, puis, oui, c'est vraiment d'amener la personne à prendre conscience de son utilisation, combien de temps qu'elle y passe, qu'est-ce qu'elle veut en faire aussi, puis de regarder avec elle, OK, tu veux-tu qu'on regarde ensemble? On regarde dans les paramètres, est-ce que tu veux limiter ton temps par jour? Est-ce que tu veux te désabonner de certains trucs qui, finalement, toutes les fois que tu rentres sur cette page-là, ben, tu as des idées négatives. Tu sais, qu'est-ce qui te génère des idées, des pensées positives, des émotions positives? Facebook, Instagram, OK, vas-y, là, mais ce qui génère du négatif, essaye de désabonner, de déliter, essaye de plus y aller ou du moins y aller le moins souvent possible. Puis de prendre conscience aussi que c'est pas la réalité, là. Tu sais, je fais juste allusion à Instagram, là. Qui met sa photo de lui sur Instagram où ils viennent de se lever le matin, que ce soit un gars ou une femme, là, une fille, là, pas maquillée, pas bien arrangée, pas bien habillée, puis qui a encore les poches en dessous des yeux. Il n'y a personne qui fait ça, là. Bon, en tout cas, pas beaucoup. Il y en a quelques-uns, là, mais la plupart du temps, on montre toujours le beau puis le meilleur de nous-mêmes, puis nos plus belles réalisations, nos plus beaux exploits, nos plus beaux voyages, nos plus belles réussites sur les réseaux sociaux. On met ce dont on est fier, on met pas ce dont on a honte un peu ou qu'on veut pas montrer à personne parce qu'on dit ouais, là, j'étais pas fort, hein, ouais, ça, cette photo-là, j'ai un œil fermé, je la mettrai pas. Bon, c'est vraiment, c'est ça. Moi, je regarde vraiment avec la personne de verbaliser par rapport à son utilisation, puis de regarder qu'est-ce que ça lui génère comme émotion. Est-ce que ça aide à monter son estime, sa confiance en lui? OK, mais sinon, ben, on regarde pour essayer, on vise à la diminution parce que c'est une réalité, là, on ne peut pas faire disparaître les réseaux sociaux du jour au lendemain. Là. Tu sais, puis en même temps, merci là, à Internet et aux réseaux sociaux d'avoir existé l'année passée, là, parce qu'avec la pandémie, je ne sais pas comment qu'on aurait fait. Là, fait que c'est tout ça qu'on regarde en bureau, Floriane. Puis j'ai Ouais, vraiment ben, à vous c'est suggérer. vrai que c'est des nouveaux outils tu sais, technologiques, mais qu'on a à apprendre, qu'on a à s'approprier et à apprendre à utiliser. C'est que là, c'est ceux qui les créent qui nous imposent la manière dont on doit les utiliser. Puis c'est ça qui est problématique parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on les utilise le plus possible, le plus souvent possible. Fait que c'est plus de voir, OK, moi, personnellement, quel usage j'ai envie d'en faire. Encore une fois, qu'est-ce qui fait du sens pour moi? Est-ce que ça serait d'y passer une demi-heure par semaine ou est-ce que ça serait, je sais pas, je le mets dans mon agenda, je regarde mes réseaux sociaux tel jour, telle heure pour limiter l'utilisation, mais de vraiment repenser à se réapproprier l'usage qu'on veut en faire et de ne pas se laisser guider par ce que Facebook, multimilliardaire, aimerait qu'on fasse en tant qu'utilisateur. Donc, il y a vraiment cette notion-là, je pense, à Oui, avoir. puis Puis, évidemment, tu sais, en bureau, nous, comme thérapeutes en relation d'aide, mais tu sais, quand c'est vraiment quelque chose qui est plus installé, une dépendance plus installée, et on va travailler avec les outils qu'on connaît aussi au niveau de la dépendance. Donc, on va regarder justement les émotions, comment ça s'inscrit dans un cycle des comportements addictifs. On va regarder la gestion des cravings, donc des envies obsédantes, comment on peut se donner un filet de sécurité. On peut faire notre balance décisionnelle. On a beaucoup, beaucoup d'outils spéciaux dépendance qu'on peut utiliser, que ce soit avec la pornographie, les réseaux sociaux ou les jeux vidéo, les jeux en ligne, etc. Donc, on a quand même beaucoup d'outils en fait à la clinique, surtout avec les trois approches différentes. Ça fait vraiment un ensemble de services qui permettent qui permettent au client d'arriver à son objectif. En fait, on va définir avec lui c'est quoi ton objectif, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi évidemment tous les inconvénients que ça génère, et puis on va l'accompagner avec nos différents outils à parvenir à son objectif. Tu oui, voulais puis oui, ajouter quelque chose? je veux vraiment réenchérir sur le fait, puis ça, je le dis en thérapie, tu sais, de prendre conscience que justement, ces réseaux-là, là, c'est des multimilliardaires qui gèrent. Puis le but là, de Facebook, ça n'a pas été en premier de favoriser les liens sociaux, ça a surtout été de faire de l'argent. C'est une entreprise qui veut faire de l'argent. Fait que de prendre conscience de ça aussi,
ben, ça amène à dire, OK, tu sais, faut faire attention à notre consommation, puis aussi de remplacer, de trouver d'autres activités qui peuvent remplacer ce temps-là qu'on passe sur les réseaux sociaux, des activités qui sont plus saines pour nous, puis qui sont plus ben, générateurs de bonheur, qui vont faire augmenter l'estime de soi, puis qui n'amèneront pas à se comparer, là. Ouais, tout à fait. Puis justement, à ce sujet, on avait fait un post Facebook, justement. Facebook est un bon moyen aussi pour nous pour vous partager des trucs, pour moi l'utiliser, sur le ménage, faire le ménage de mes réseaux sociaux. Fait que vous pouvez retrouver ce post-là, défilé un petit peu plus bas. Il y avait justement, tu sais, faire le tri de toutes les pages, voir aussi à quel point on s'abonne, mais on est abonné de façon par défaut. Donc, par défaut, ça veut dire que c'est Facebook qui va choisir Mm. ce qu'il va vous montrer. Alors, vous pouvez aller dans Abonner puis choisir si vous voulez voir les choses en favori. Ça veut dire que dès que quelqu'un va poster quelque chose, vous le verrez normalement sur votre fil d'actualité. Donc, de vraiment aller faire l'effort de personnaliser. Un des outils que j'aime bien aussi travailler avec mes clients, c'est de prendre poste par poste et de voir, OK, est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que cette page que je suis a un intérêt? Est-ce que cette personne m'apporte quelque chose d'intéressant? Puis en fonction de la réponse, ben, on se désabonne ou on met ne plus suivre. Je reste amie parce que peut-être qu'on aura envie de communiquer dernièrement, mais je ne veux plus voir ces posts, donc je mets ne plus suivre. Donc, c'est vraiment de faire un grand ménage de tout ça. Parce que sinon, ça donne des fils d'actualité qui ne nous ressemblent plus du tout. On voit des choses chez des gens qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt. Puis l'autre chose, c'est dans les réglages de notre téléphone. Moi, personnellement, j'ai un iPhone, mais je pense que c'est sur tous les téléphones. Vous pouvez aller dans temps d'écran, puis dans temps d'écran, limite d'app, et fixer des limites d'utilisation pour chaque application. Donc, ça bloque l'accès à l'application. Évidemment, vous pouvez toujours débloquer, mais quand même, c'est un bon outil à utiliser. Il y a même temps d'arrêt, donc réserver du temps sans écran. Donc, il y a plusieurs outils maintenant qui ont été développés pour qu'on puisse déposer le téléphone et puis vivre une vie réelle. Oui. Ouais, Oui, j'aurais juste une petite dernière question, Andréane. Tantôt, je l'ai posé la question quand tu parlais de la santé pour les yeux, là, moi, j'ai vu à quelque part que le taux de myopie avait augmenté de 50 je pense, depuis les 10 dernières années, quelque chose comme ça. Es-tu capable de nous en parler un petit peu plus? Ben, Si je tu peux pas, j'ai pas de chiffres à te donner là-dessus, mais je serais pas surprise là, que ça soit quand même, quand on parle de santé de l'œil, à ma compréhension, on peut l'appliquer à la santé de l'œil en général. Ouais, comme la myopie, donc plus de jeunes avec des lunettes et tout. Une baisse de qualité de la vision. Si à long terme, on peut avoir des lésions de la rétine, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas développer d'autres problématiques là, de vision. Là. Mm-hmm. Fait que, malheureusement, oui, c'est ça. Okay. Oui, mais je pense qu'on a donné pas mal d'informations aujourd'hui par rapport aux écrans. Si vous avez des questions, c'est toujours possible de nous les envoyer par courriel ou de mettre ça dans les commentaires et puis quelqu'un de l'équipe vous répondra. Qu'est-ce qu'on vous souhaite de reprendre du pouvoir sur l'usage de vos écrans, puis de prendre rendez-vous avec une des thérapeutes de la clinique quand vous serez prêt ou si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin dans cette démarche. Alors, merci pour tout. À bientôt. Merci, à bientôt.